Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie, après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach mindset. Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, où nous allons voir comment mieux vivre ses relations avec ses proches. En effet, se sentir compris, accepté, respecté, soutenu, aimé ou avoir peur de décevoir sont autant de préoccupations qui peuvent être à l'origine d'un déséquilibre dans ses relations avec ses proches. Nous allons donc voir la manière dont vous pouvez détecter ce déséquilibre et ainsi entretenir des relations harmonieuses et équilibrées avec votre entourage. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Wills, psychopraticienne intégrative, coach certifiée, auteure et conférencière. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont Faire la paix avec sa famille, paru aux éditions Larousse, qu'elle a coécrit avec Saverio Tomasella. Qu'elle soit surprotectrice, envahissante, conflictuelle ou toxique, la famille est un lieu qui cristallise attente et tension. Cet ouvrage fournit des clés pour comprendre le système familial dans lequel nous avons grandi, mais également ce qui se joue à notre insu et nous fait souffrir. Il propose également des outils de communication pour nous aider à trouver la bonne distance et nous guide avec douceur et bienveillance sur le chemin de l'acceptation et de la pacification. Alors avant de rejoindre Charlotte, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la plateforme de votre choix. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous en remercie par avance. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à vous pour votre invitation. Alors, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Alors en fait, écoutez, je souhaite pas me définir parce que dans définir, il y a le mot fin. Et il y a cette notion de quelque chose qui de défini avec des contours précis, avec des limites. Et du coup, il y a une notion de finitude. Alors, vous voyez, voilà, ça fait quelque chose un peu de figé. Donc, je souhaite pas me définir parce que en fait, j'ai la sensation d'être toujours en mouvement et que par conséquent, en fait, je ne suis pas figée à quelque chose. Et en mouvement et aussi en découverte et toujours avec beaucoup de curiosité. Et ça me parle beaucoup. Je suis, moi aussi, j'ai beaucoup de mal. J'aurais aussi beaucoup de mal à me définir parce que moi aussi, je trouve qu'on est toujours en mouvement et ce qui est vrai un jour n'est pas vrai toujours. Donc c'est très intéressant, en tout cas votre manière d'aborder cette première question. Alors, selon vous, pour quelles raisons les personnes ayant une sensibilité élevée ont des attentes souvent inconscientes à l'égard de leurs proches ? Alors, pour moi, les personnes hypersensibles, elles ont des attentes souvent inconscientes à l'égard de leurs proches parce qu'en général, elles leur ont beaucoup donné. Et comme elles sont dans un don un peu inconditionnel, que ce soit de leur temps, que ce soit de leur énergie, que ce soit de leur écoute, parfois financière. Si vous voulez, elles donnent, ce sont des personnes qui ont le don facile et donc elles ont l'idée, l'illusion, la croyance que en fait ces proches vont donner l'appareil en retour, l'équivalent de ce qu'elles ont reçu. Mais c'est souvent une attente illusoire. Tout à fait. Donc ça crée énormément de déception et de frustration. Exactement, ouais. Et pourriez-vous nous donner quelques pistes qui nous permettent de repérer plus facilement si l'une de nos relations est déséquilibrée ? Oui. Alors, concernant les pistes pour repérer si les relations sont
si l'une de nos relations est déséquilibrée, il y aura vraiment pas mal de pistes. Il va y avoir déjà le fait que l'on ne reçoit pas autant que ce que l'on donne, effectivement. Il n'y a pas de comptabilité à tenir, mais on voit très vite lorsqu'une personne donne plus que ce qu'elle reçoit. Y compris dans les familles, bien sûr, il y a souvent des membres de la famille qui vont donner davantage que d'autres. Ce sont toujours les mêmes en général qui vont donner davantage. Ils vont donner un plus gros cadeau à Noël. Ce sont ceux qui vont se déplacer. Ce sont ceux qui vont faire la route. Ce sont ceux qui vont garder les enfants. Ce sont ceux qui vont prendre du temps pour écouter les autres. Ce sont ceux qui pensent toujours beaucoup plus aux autres. Après, lorsqu'on a l'impression aussi, ça peut être, pour repérer aussi le déséquilibre, ça va être lorsqu'on a l'impression d'être pillé par l'autre. Vous voyez, d'avoir cette sensation d'être pillé par l'autre, que nos propres ressources, qu'elles soient intellectuelles ou financières, qu'on soit dépouillé par l'autre. Lorsque l'autre nous dépouille de nos idées, de nos outils, de nos savoirs, qui se les approprie sans aucun scrupule. Voilà, ça, si vous voulez, ça montre un certain déséquilibre dans la relation. Il va y avoir aussi lorsqu'on s'aperçoit chez l'autre le mensonge, les incohérences dans les discours, les secrets, les mensonges par omission. Ça va montrer une forme de déséquilibre. Lorsque l'on se sent moins aussi après l'avoir vu, lorsque l'on se sent amoindri. Vous voyez, lorsqu'on quitte la personne et qu'on se sent comme vidé de quelque chose. On peut voir ça comme un signe. Lorsqu'on se sent diminué, appauvri. Lorsqu'on se sent scruté aussi, jugé, dirigé, contrôlé ou contraint. Vous voyez, c'est vraiment de faire très attention à la sensation que l'on va recevoir, que l'on va ressentir après avoir vu la personne. On doit aussi faire attention, lorsque aussi on doit faire attention à ce qu'on dit. Si on doit faire attention pour pas blesser l'autre, pour que l'autre, pour être raccord, lorsqu'on doit être aux petits soins pour le préserver. Là aussi, ça montre un certain déséquilibre. Lorsqu'on doit obéir. Alors, surtout lorsqu'on est adulte, parce que quand on est enfant, c'est normal. Mais on a la sensation de devoir obéir à quelque chose, à un diktat, à une règle que l'autre aurait établie. Lorsqu'on a peur de déplaire, justement. Là, on peut effectivement s'apercevoir qu'il y a un déséquilibre. Donc, il y a véritablement beaucoup de pistes pour s'apercevoir d'un déséquilibre dans une relation. Ça va pas forcément être des choses visibles, mais principalement des choses sensorielles. Donc ça demande en fait quelque part d'observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi en fait. Finalement, après justement comme vous disiez, avoir vu une relation ou avoir échangé avec telle ou telle personne en fait, et à un moment donné de revenir à son corps finalement. Exactement. Oui, exactement. C'est vraiment de revenir à son corps. Il y a des fois des relations où quand vous quittez la personne, vous êtes complètement, comme je disais, vidé, amoindri, appauvri. Il faut qu'on se ressource. Alors qu'il y a des personnes qui ressourcent justement, avec lesquelles, quand on communique, on se sent léger, on se sent rempli, on est heureux de la relation, on est heureux de la rencontre, de la communication, de l'échange, ça nous a nourris. Mais il y a des personnes où on se sent effectivement comme appauvri, vidé. Ça, c'est véritablement un signe à prendre en compte pour s'apercevoir que la relation est déséquilibrée. Et votre ouvrage « Faire la paix avec sa famille » que vous avez coécrit avec Saverio Tomasella, paru aux éditions Larousse, concerne plus particulièrement les relations familiales. Qu'aviez-vous envie de transmettre à travers cet ouvrage ? Oui,
Ce que j'avais envie de transmettre à travers cet ouvrage, c'était que il était très important d'être en paix avec soi pour dire que l'on pouvait être en paix avec sa famille. Et que parfois, quel que soit l'état des relations avec sa famille, eh ben, on pouvait se sentir en paix avec sa famille. On n'a pas forcément besoin d'avoir des relations apaisées pour être en paix avec sa famille. Hein. On peut tout à fait être en paix avec sa famille, quel que soit l'état de sa famille et quel que soit l'état des relations. Parce que c'est important de laisser chacun avancer à son propre rythme, parce que c'est important de laisser chacun avoir ses propres émotions, y compris la colère, par exemple. Et c'est important de laisser les autres dire ce qu'ils ont à dire, faire ce qu'ils ont à faire et d'être tels qu'ils sont. Ce que j'avais aussi envie de dire lorsque on a écrit ce livre, c'est que ce que l'on appelle très souvent nos proches, ce sont très souvent ceux avec lesquels, pour bon nombre de personnes, sont extrêmement durs, le moins patients, le moins tolérants, et très souvent avec lesquels c'est le plus difficile de communiquer. Et que très souvent, on voit beaucoup de communication assez violente, en fait, à l'intérieur des familles. Hein, la plus grande partie des gens sont moins tolérantes avec leurs proches qu'avec des gens qui sont à l'extérieur de la famille. Donc ça, c'était extrêmement important pour moi de faire voir à l'intérieur de cet ouvrage toute la violence qu'il peut y avoir, que ce soit dans la communication verbale ou non verbale. J'avais vraiment envie de partager tout ce qui faisait souffrir dans une famille, toutes les difficultés qui créent, toutes les difficultés que ça crée chez l'adulte qui a vécu dans une famille où les relations verbales ou non verbales pouvaient être violentes. Donc tout ce qui pouvait être violent, ça va être les mensonges, les non-dits, les silences, les familles qui se parlent pas. Il y avait aussi les moqueries, les jeux de mots, toutes les façons, en fait, parfois de refuser d'écouter l'autre vraiment. Toutes les façons de mettre à distance pour pas être touché. Le flou aussi, parfois de générer un certain flou pour pas aborder des sujets. Où il y a aussi la rigidité parfois dans la communication. L'instabilité émotionnelle. Toute la manière dont nous communiquons dans nos familles, en fait, c'est ce qui va générer des souffrances. La valeur aussi au sein de la tribu, les rituels, les secrets, les mensonges, toutes les peurs ou toutes les habitudes, toutes ces habitudes qui peuvent en fait après, dans la vie adulte, créer des autres habitudes, mais du coup qui sont très limitantes pour l'adulte. Il y avait toutes aussi ces incapacités à rebondir après une crise, après un conflit. Donc en fait, c'est vraiment tout ça que je voulais partager dans ce livre, parce que en fait, ça commence déjà depuis la plus tendre enfance, en fait. Toutes ces conflits, la mauvaise communication, c'est véritablement au sein des familles que ça démarre. Et très souvent même, quand on sort de la famille, c'est quelque chose qui continue. Et c'est pour ça qu'après, les adultes viennent nous voir, parce que parfois, il y a des choses où c'est tellement ancré qu'on s'en rend même plus compte. Mais quand vous discutez avec les personnes, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être, sans revenir forcément sur toute l'histoire, mais il y a des manières de faire ou de dire qui viennent de l'enfance, de la petite enfance, de quelque chose d'éducationnel.
Et ce qui me vient, je rebondirais sur quelque chose que vous avez dit au tout début de votre intervention, c'est en fait le fait d'avoir la possibilité d'être en paix, même si on est au milieu, entre guillemets, d'un chaos familial. Et je suis en train de me dire par rapport à ce que vous venez de dire à la fin de votre intervention, c'est que souvent, par les mots qu'on a entendus, il y a un certain conditionnement, en fait, on a engrammé un certain nombre d'informations qui fait qu'en fait, on est comme, ce qui me vient, enchaîné aussi parce qu'on a engrammé, on n'en est même pas forcément conscient. Et je suis en train de me dire, on a effectivement, et c'est positif, d'avoir la possibilité, par le travail qu'on peut faire sur soi, d'apporter un peu plus de paix à l'intérieur de soi pour se sentir mieux. Mais est-ce que le chaos, entre guillemets, qu'on pourrait vivre parfois à l'intérieur de soi, est-ce que c'est finalement pas le chaos qu'on a pu vivre dans la famille qui est, j'allais dire, qui est comme rentré à l'intérieur de soi? C'est un peu bizarre ce que je vous dis dit comme ça, mais en fait qu'on a emmagasiné. Évidemment, ça laisse des traces, les chaos qu'on a emmagasinés dans l'enfance, dans la petite enfance. Le moindre, vous voyez bien, en tant que personne hypersensible, la moindre chose que l'on entend, que l'on perçoit, la résonance que ça a parfois dans des choses qu'on a entendues dans l'enfance, toutes ces injonctions ou toutes les croyances que ça provoque sur nous. Et donc, du coup, évidemment, oui, bien sûr, j'aime bien ce mot que vous utilisez, engrammer. C'est quelque chose qui, du coup, c'est comme gravé un peu dans le marbre. Alors, on va devoir le polir, en fait, quelque part, le polir pour pouvoir créer quelque chose de différent. Ouais, c'est ça, c'est en fait apprendre à vivre avec, parce qu'effectivement, on n'arrivera pas à l'effacer. On a parfois cette volonté de vouloir effacer et repartir j'allais dire sur quelque chose de tout neuf, mais c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, le fait que c'est une très belle image de passer, voilà, ça va se polir en fait en quelque sorte. Donc du coup, ce sera toujours là. Mais en fait, c'est peut-être ça. Je suis en train de me dire en même temps que je vous parle, mais c'est peut-être ça aussi le processus de paix à l'intérieur de soi. C'est finalement apprendre à vivre avec tout ça et à se dire bon ben voilà, mais c'est là, mais j'avance quand même en fait finalement. Oui, et il y a quand même un travail à la fois de prise de conscience, de polissage, de mettre autre chose à la place. Il y a quand même un travail parce que c'est certain qu'il y a une acceptation à faire et puis aussi un désir de regarder sur le présent et du coup, qu'est-ce qu'on veut en faire? Parce que il y a aussi cette citation qui dit, mais on n'est pas responsable de ce que l'on nous fait, mais on est responsable de ce que l'on en fait. C'est ça, tout à fait. Vous voyez, et donc du coup, en fait, une fois qu'on est adulte, c'est-à-dire que on va pas effectivement, enfin moi je ne suis pas de ceux qui vont passer du temps à revenir sur le passé ou sur l'histoire, mais parfois il y a des éléments sur lesquels on va aller voir dans l'histoire, ah bah oui, il y a eu ça, donc effectivement je comprends, donc il y a ça, et du coup ça peut permettre de comprendre pour aussi passer à autre chose. Mais du coup il y a le comment passer à autre chose, parce qu'il y a cette acceptation. C'est ça. Il y a cette acceptation nécessaire, mais il y a aussi, du coup, puisque ce que je faisais, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais à la place? Et ça, c'est un besoin dans mon activité, c'est vraiment nécessaire de voir par quoi on le remplace. Oui, tout à fait. C'est sûr, on peut pas l'enlever, mais effectivement, l'idée c'est de le transformer. En fait, c'est ça, c'est de le remplacer par quelque chose de plus. Ce qui me voit aussi, c'est plus conforme aussi à qui on est, parce que souvent, ce qu'on a pu engrammer à l'intérieur de soi ne correspond pas forcément à notre véritable essence. Et du coup. Oui, on est le résultat de notre éducation, le résultat de notre culture, le résultat de ce que nos parents ont fait de nous et ce qu'on en a fait. Et donc, du coup, c'est en ça où c'est très beau aussi. C'est pour ça que la famille, c'est formidable, c'est magnifique, mais c'est aussi de s'en détacher pour pouvoir être soi. Tout à fait, exactement. Ouais. Sinon, on reste dans quelque chose qui est, enfermé à l'intérieur de la famille. Ça peut être aussi très, très enfermant, très emprisonnant, en fait.
parfois les familles. Ouais, tout à fait. Ouais, d'où l'intérêt effectivement j'ai toujours cette image qui revient souvent dans le podcast, mais de déporter son regard en fait pour prendre un peu de hauteur. Et en fait, c'est ce qui me vient là. Je me dis parfois aussi, ça peut être intéressant de prendre un peu de hauteur et de se dire, effectivement, je vais prendre un peu de hauteur par rapport aussi à mes relations familiales en fait, pour pouvoir évoluer d'une manière plus, ce qui me vient plus libre en fait, mon enfermement. Toi, tout à fait. Oui, c'est de s'autoriser, C'est ça. c'est de s'autoriser à être différent du carcan familial, c'est de s'autoriser, vous voyez, il y a cette idée de mouton noir, on appelle les moutons noirs ceux qui vont révéler quelque chose, ceux qui vont dire quelque chose, ceux qui vont parler, ceux qui vont affirmer, ceux qui vont se différencier. Alors on les appelle les moutons noirs, mais en fait, ce sont ceux qui vont révéler quelque chose, ce sont ceux qui vont dévoiler quelque chose, ce sont ceux qui vont aussi permettre à la famille de sortir de d'une certaine spirale dans laquelle elles sont enfermées, de certains mensonges parfois familiaux ou des croyances qui enferment et qui maintiennent comme ça sous cloche. C'est ça. Exactement. Ça vous parle ces moutons noirs dont on parle parfois, mais qui en fait viennent tirer vers le haut le reste de la famille, leur permettent de s'ouvrir plus au monde en fait. Oui, exactement. Et justement, pour entretenir des relations saines, cela demande-t-il d'accepter de décevoir ses proches? Parce que finalement, s'autoriser à, ce que j'entends aussi comme opposé, c'est d'avoir plus peur de décevoir finalement. Alors, décevoir ses proches ne permet pas toujours d'avoir des relations saines. Non, on est d'accord. Hein? Ce serait trop facile. Alors, voilà, ça va dépendre effectivement de la manière dont ils vont accueillir ça ou recevoir cette déception. En fait, je le voyais comme une composante, en fait. C'est ça, je me suis dit, ça peut être une composante. Parce qu'effectivement, on est d'accord, c'est pas une fin en soi. C'est ça, ça va être le point de départ et je vous rejoins. Et vous voyez, justement, j'ai 2 clients qui m'ont parlé d'un livre intitulé Les trahisons nécessaires de Nicole Prieur. Et voilà, je l'ai pas encore lu, mais ce titre m'inspire beaucoup. Parce que oui, je pense que pour oser être soi, parfois on a besoin de trahir son propre clan. Hein, parce que, comme je vous disais, le clan peut enfermer, peut bâillonner, il peut réduire, il peut réduire à qui il souhaite que vous soyez en fait. Parfois, il peut aussi être extrêmement limitant. Parfois, c'est difficile pour le clan de vous voir évoluer différemment de ce qu'il avait prévu que vous soyez. Vous voyez. Alors parfois, dans le mensonge, dans le non-dit, dans la réputation, oui, tout ça, petit à petit, on peut se sentir étouffé, asphyxié. Alors oui, il est parfois nécessaire de décevoir ses proches, non pas forcément pour leur faire du mal, mais par instinct de survie en fait. Hein, c'est ça, c'est véritablement, moi j'y vois un instinct de survie pour ne plus survivre dans l'ombre du clan, mais pour vivre tout simplement sa propre vie, pour exister. Donc, oui, parfois, ça demande de devoir décevoir ses proches parce que eux, ils ont une vision parfois limitée de vous, ils ont une idée de ce que vous allez être, de ce que vous allez devenir, et parfois, ça correspond pas à ça. Alors, pour eux, c'est vécu comme une forme de trahison. Ouais, tout à fait. C'est vrai, parce qu'il y a cette notion de loyauté, en fait, dans la famille. Et du coup, quand on ne suit pas la norme familiale, il y a cette notion de déloyauté, exactement, ouais. Donc, de trahison. Exactement. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que la personne à laquelle on ne doit pas trahir, c'est soi-même, finalement. Hein? Et quand vous restez parfois
loyal envers votre propre clan, ben vous vous trahissez vous-même parce que vous ne devenez pas ce que vous devez devenir. Exactement. Ouais. Et quels conseils pourriez-vous nous donner pour entretenir des relations plus harmonieuses et plus équilibrées avec notre entourage, notamment familial ? Alors justement, par rapport à ça, pour être cohérent avec ce que je viens de vous proposer, c'est que les conseils que je peux donner pour entretenir des relations harmonieuses et équilibrées avec notre entourage, et notamment familial, ça va justement être l'ouverture d'esprit, l'acceptation de ce qu'il est, tel qu'il est, voilà, l'acceptation de ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, ne pas vouloir être des donneurs de leçons et de suivre leur évolution sans forcément les juger, d'accepter d'accepter leur évolution professionnelle ou même sexuelle, leur nouvelle orientation, que ce soit ça, d'accepter leur changement. C'est vraiment être présent en cas de difficulté, mais leur laisser la liberté d'être ce qu'ils sont. Tout à fait. Ouais, c'est très important effectivement ça il y a beaucoup cette notion d'acceptation. Finalement, ce qui me vient par rapport à notre échange, c'est finalement l'acceptation de ce qui a été et l'acceptation aussi de ce qui est en fait. Et c'est très important finalement, je pense aussi dans le cheminement d'une personne et par rapport à son positionnement entre guillemets, par rapport à sa famille et par rapport à ses proches, son entourage, etc. Ouais. Exactement, c'est d'être à côté, pas devant ni derrière, c'est d'être à côté en fait, et de voilà, parce que on est de la même famille, donc on est et on avance ensemble en même temps. Pas forcément en se tenant la main, mais juste d'être à côté. Je te vois, tu me vois, je vois que tu évolues. Ah, tu as envie de faire ça? Bah oui. Ah bah moi j'avais pensé faire ça, super. Ah bah bonne chance à toi, super. Ok, on se revoit, on s'en reparle. Mais vous voyez, il y a trop de jugement, il y a trop de jalousie, il y a trop d'ego en fait aussi. Et donc du coup, c'est vraiment pas facile pour bon nombre, mais c'est de regarder l'autre sans le juger. Peut-être il fait pas comme nous on aurait fait, mais chacun son chemin. Exactement. On est d'un même ventre, mais on a probablement des chemins différents. C'est comme la place de l'étoile avec toutes les voies autour. Et donc, du coup, on peut se retrouver, certes, à des orientations diamétralement opposées, mais c'est aussi d'être en capacité de voir l'autre grandir sans jalousie, d'être en capacité de voir l'autre avec des difficultés sans vouloir lui donner des leçons et de lui tendre la main s'il le demande. Mais c'est d'accepter la situation et la posture de chacun. Exactement, tout à fait. Ouais. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ? Alors, le mot de la fin pour clôturer notre échange, ce serait que une famille, ce n'est pas une question de sang. C'est la question de qui te tient la main le jour où tu en as le plus besoin. J'aime beaucoup. C'est une phrase qui n'est pas de moi, évidemment, mais alors je dis évidemment, ça pourrait, mais c'est une phrase que j'ai déjà vue plusieurs fois et que je trouve tellement vraie, surtout dans les temps où nous sommes avec la situation actuelle avec la guerre en Ukraine. Et donc, c'est vraiment à qui va vous tenir la main le jour où vous en avez le plus besoin. Ouais, je trouve que c'est une très belle phrase pour clôturer notre échange. Un grand merci, Charlotte, vraiment, c'était très riche et vraiment un grand merci. Merci à vous Sophie. Merci bien et au plaisir. Très belle continuation à vous. Merci. Merci. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt.